What does it say? I want to die. I want to die. Une corde rose de pendu en guise de décoration, des seringues, des bandages et des pilules à gogo, avec des messages évoquant la dépression ou l'automutilation, le yami kawaii est une esthétique japonaise qui pourrait en alarmer plus d'un. Sujet à la fois de moquerie et de rejet, le yami kawaii, depuis ses débuts, fait polémique. On va essayer de comprendre ensemble d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce que c'est là, et pourquoi est-ce que ça nous paraît si étrange. Bonjour à tous, je m'appelle Tentacule et je crée des vidéos type essais et documentaires où je décortique avec vous des styles alternatifs et plus globalement des contre-cultures. Ensemble, on définit esthétiquement un mouvement avant d'essayer de le comprendre d'un point de vue historique et socioculturel. Je tiens juste à faire un petit disclaimer. Malgré tous les efforts que je fais pour essayer de déconstruire mon regard à la fois occidental, européen et français, il y a quand même de grandes chances pour que je reste influencée par des biais cognitifs et culturels. Personne ne peut être parfait sur ce point-ci, et j'espère que vous en avez bien conscience. Ça me paraît très important de le préciser dans cette vidéo parce qu'on va beaucoup parler du Japon et de la culture japonaise. S'il y a des spécialistes sur le sujet qui regardent cette vidéo, n'hésitez surtout pas à compléter mes propos. Par ailleurs, vous pourrez retrouver toutes mes sources en barre d'infos. Maintenant que ça c'est posé, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Déjà, le yami kawaii, à quoi est-ce que ça ressemble? Encore une fois, tout est dans le nom des mouvements. Yami kawaii, c'est l'association de yami, qui veut dire maladie dans ce contexte, et de kawaii, qu'on pourrait traduire par cute en anglais. D'ailleurs, yami kawaii est toujours écrit en attaché, car si on sépare les deux particules, ça donne un sens différent. Le terme kawaii, c'est un sujet qui a l'air simple en apparence, mais qui est en fait très complexe. En fait, ça n'a pas vraiment d'équivalent en français, on le traduit souvent par mignon, mais ça serait de négliger la profonde signification du terme kawaii, et le terme cute en anglais est déjà plus proche de sa signification véritable. Mais je vais pas entrer dans les détails, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais gardez bien en tête que kawaii c'est plus compliqué que ça en a l'air. Malgré la complexité du terme yami kawaii, on le traduit souvent en anglais par sickly cute, qu'on pourrait traduire en français de façon très approximative par maladivement mignon ou maladie mignonne. C'est un peu bizarre, mais l'idée est là, c'est de rendre mignon ce qui est malade et de rendre malade ce qui est mignon. Le yami kawaii, avant d'être un style vestimentaire, c'est surtout une esthétique visuelle qui prend racine notamment dans le domaine artistique. Il se développera surtout en peinture et en dessin. L'idée fondatrice de ce mouvement artistique, c'est de parler de santé mentale. On va prendre des sujets bien tabous, comme par exemple le suicide ou la dépression, et on va le représenter à travers un style proche du manga avec des couleurs pastel. C'est une esthétique qui va se populariser sur internet avec ce qu'on appelle les vent art. Un vent art, c'est une œuvre artistique dans laquelle l'artiste se libère d'un sentiment négatif. C'est une manière d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur, et pour certaines personnes qui ont une santé mentale un peu bancale, c'est un moyen sain de pallier à la souffrance. Vous le savez, dans certains coins du Japon, on aime bien tout transformer en style vestimentaire. Le vêtement devient un moyen de contestation et d'expression, et ça mène parfois à des mouvements vestimentaires qui vont être carrément hors normes. L'idée, derrière le style vestimentaire yami kawaii, c'est de juxtaposer des éléments et des couleurs mignonnes avec des motifs spécifiques un peu plus sombres. On a des lames de rasoir, des paires de ciseaux, mais aussi des bandages qui font écho à l'automutilation. Parfois, on aborde même le suicide avec une corde nouée, des tombes ou la croix latine. On va retrouver ces éléments en imprimé sur des vêtements, soit en pattern, soit par des vent art, ou alors sur des accessoires pour cheveux, des bijoux, des guêtres, etc. On peut aussi remarquer une importante imagerie médicale, qui fait référence à l'hôpital ou à la clinique. Encore une fois, c'est un lien qui est fait avec une santé qui est mauvaise. Pour certains, c'est une façon métaphorique de représenter la maladie de l'âme, et pour d'autres, c'est littéralement pour parler de leur combat envers une maladie physique. Outre les pilules et les bandages, on se retrouve avec des patchs aux yeux, des seringues et d'autres symboles médicaux. Par contre, attention, ce genre de tenue un peu cosplay infirmière ou médecin, c'est pas du yami kawaii. On appelle ça du medikawa, qui est une sous-culture du kawaii qui représente l'univers médical. Ne vous y trompez pas. De la même façon, le yami kawaii est souvent confondu avec le gurokawa,
qui lui aussi mélange des éléments mignons avec des thèmes plus sombres. Mais la différence, c'est que le Guro-kawa est dans une démarche plus gore ou grotesque, là où le Yami Kawaii traite de sujets très spécifiques, comme la maladie. Si les motifs sont très distinctifs dans le Yami Kawaii, en revanche le choix des vêtements est très libre. De la même manière, pour ce qui est des couleurs, il y a peut-être une prédilection pour le pastel, mais ce n'est pas systématique. Beaucoup explorent des couleurs plus vives ou alors plus sombres. Aussi, on n'a pas de silhouette spécifique. À la rigueur, on a une silhouette un peu cliché, qui est celle du oversized avec une jupe courte et des chaussettes hautes. Mais encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui vont expérimenter tout un tas d'autres formes très différentes, mélangeant même parfois différents styles. En fait, le Yami Kawaii est assez peu codifié. Il se caractérise par la présence d'éléments mignons qui font écho à une mauvaise santé. Mais ensuite, on s'en sert comme on veut en termes artistiques et vestimentaires. Comme on est dans le souci de représenter sa propre santé mentale, et donc une partie de soi, on peut imaginer que c'est important de garder ça fluide et libre pour que chacun puisse y adapter son propre style vestimentaire. Maintenant que vous avez compris à quoi est-ce que ça ressemblait, on peut se poser la question du pourquoi. C'est quoi l'intérêt de non seulement représenter visuellement sa détresse mentale, mais en plus, pourquoi le faire avec des éléments kawaii, rose bonbon, tout mignon? Eh bien, il y a un sens et une raison à tout ça. Et pour le comprendre, il va falloir remonter le temps jusque dans les années 90, au Japon, bien avant que le Yami Kawaii n'apparaisse. Le Japon, c'est un pays dans lequel la santé mentale est taboue. C'est une culture où le sentiment doit se faire discret. On parle très peu de ce que l'on ressent et demander de l'aide est souvent vu comme un signe de faiblesse. Au début des années 2000, le taux de suicide au Japon était un véritable problème, avec au moins 30 000 suicidés par an. L'an 2003 a connu un pic avec 34 427 personnes s'étant donné la mort. En 2009, il s'agissait de la première cause de décès chez les hommes de 20 à 44 ans, ainsi que la première cause de décès chez les femmes de 15 à 34 ans. Culturellement, ça fait beaucoup parler, avec un certain nombre de films sur le sujet, ainsi que la tristement célèbre forêt d'Aokigahara au pied du mont Fuji, où de nombreuses personnes viennent se donner la mort tous les ans. Contrairement aux clichés, il ne s'agit pas du pays avec le plus haut taux de suicide, mais il reste quand même classé assez haut. Et dans les statistiques, la première cause de suicide, c'est la dépression. C'est vers la fin des années 90, début années 2000, dans ce contexte assez défavorable pour les personnes en détresse mentale, que commencent à émerger des forums anonymes sur internet, qui donnent alors la parole à des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer publiquement. Sur le site 2channel, on voit notamment apparaître le BPD Board, un forum qui rassemblait les personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline. Puis, en août 2000, c'est devenu un forum traitant de la santé mentale de manière générale. Sur cette plateforme, les utilisateurs partageaient leurs expériences, leur vécu et se donnaient des conseils échangés sur leur médication. C'était globalement un forum d'entraide pour les personnes en difficulté psychologique. Le forum s'appelait Menheru, qui est une contraction de l'anglais Mental Health. Les utilisateurs étaient appelés des Menhera et ça a fini par être abrégé par Menhera. Il faut avoir en tête que c'est la première fois qu'au Japon, on a un terme qui vient désigner les personnes psychologiquement souffrantes sans que ce soit péjoratif ou discriminant. Avant, il y avait juste les équivalents japonais de fou ou de psycho. Donc, dans un contexte culturel où la santé mentale déséquilibrée est passée sous silence et qu'on la qualifie comme quelque chose de dangereux ou d'humiliant, il n'est pas étonnant que l'on ait besoin de se cacher sur un forum anonyme pour pouvoir échanger sans se juger sur ses difficultés au quotidien. Malheureusement, cet espace sympathique où on ne se juge pas aura été de courte durée. Le terme Menhera a commencé à se propager dans la culture populaire chez les jeunes japonais, et bientôt, il ne viendra plus définir les utilisateurs de ce forum, ce ne sera plus qu'un terme utilisé comme une insulte. La Menhera va devenir le cliché de l'adolescente edgy qui s'invente des problèmes, qui se mutile et qui cherche de l'attention sur les réseaux sociaux. Elle sera parfois associée à la yandere pour son côté obsessionnel. À l'heure actuelle, le terme Menhera est utilisé pour définir les jeunes filles qui sont psychologiquement déséquilibrées. C'est donc devenu un terme à la fois insultant et misogyne. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte tout ça. Vous allez vite comprendre.
Aux alentours de 2012-2013, on voit apparaître une magical girl assez hors norme. C'est une jeune écolière pastel avec 2 couettes roses et qui aime les trucs mignons. Bon, là comme ça a l'air d'être une magical girl, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais si je vous disais qu'elle gagnait ses pouvoirs en se scarifiant les poignets? Cette création, à la fois satirique et un peu glauque, c'est un vent art signé par Ezaki Bizuko. Ezaki Bizuko, il est jeune étudiant lorsqu'il commence à dessiner son personnage, Menhera-chan. À ce moment-ci, il affronte de nombreuses difficultés sur le plan familial, mental et scolaire, et son personnage, Menhera-chan, lui permet d'extérioriser tous les problèmes qu'il a du mal à gérer. Très vite, son vent art fait polémique, mais rencontre en même temps un immense succès. On va alors suivre les aventures d'une magical band qui se bat contre des méchants, dans des décors tout roses, pastels, à paillettes. Elles sont mimi comme tout, elles ont même un petit lapin en forme de pilule. Seulement voilà, il y a souvent des détails graphiques, des échos à l'automutilation, à la dépression et au suicide, entre autres. On y retrouve à peu près tous les éléments du yami kawaii. Beaucoup vont reprocher à la création d'Ezaki Bizuko de glamouriser l'automutilation et qu'en rendant ça mignon, c'est irrespectueux envers les personnes qui sont en souffrance. Mais certains rétorqueront que Menhera-chan est avant tout satirique, c'est un contenu d'humour noir qui n'incite pas les gens à s'automutiler, mais qui au contraire feront sourire les personnes qui en souffrent. Dans un article universitaire sur le Menhera, les chercheuses Yukari Seko et Minako Kikuchi observent que Menhera-chan n'est pas dérangée ou malade. Tous ces problèmes ne font pas partie d'elle, puisque ce sont des méchants extérieurs qu'elle doit combattre. Métaphoriquement, se scarifier elle-même lui permettrait de reprendre le contrôle sur elle-même et sur ses démons pour pouvoir mieux les affronter. C'est donc un sujet qui est clivant, tout le monde n'est pas d'accord et c'est bien pour ça que ça fait polémique. Menhera-chan, c'est la première fois que le thème Menhera, donc de la santé mentale, est associé à quelque chose de kawaii. C'est la première fois que l'on crée un pont entre ces deux instances. Évidemment, Ezaki Bizuko c'est le plus célèbre, mais ce n'est pas le seul pionnier, il y a de nombreux autres artistes qui ont exploré et popularisé cette idée, comme par exemple Kuuwa Oyasumi. Comme Ezaki Bizuko, elle est à la fois connue pour son style vestimentaire, mais aussi pour son art. Proche du manga, elle explore l'intériorité psychique de personnages féminins déséquilibrés. On pourrait se demander quel est l'intérêt de juxtaposer ce genre de sujet avec des couleurs et des motifs kawaii. Ça fait très longtemps que les artistes s'intéressent à la psyché humaine, à la détresse mentale, ainsi qu'à la folie. Mais pourquoi est-ce que ça prendrait une forme comme celle-ci? Il y a évidemment beaucoup de théories et de réflexions sur le sujet, je me permets juste de vous livrer celle qui est communément admise. Comme on le disait plus tôt, le terme kawaii ne peut pas se traduire juste par mignon. Au Japon, outre l'aspect culturellement ancré, le kawaii c'est une émotion qui désigne à la fois un sentiment d'amour, d'affection et de volonté de protéger un objet ou un sujet. Il y a un caractère presque sacré à ce qui est adorable et ce qui doit être protégé. Si vous avez vu plusieurs de mes précédents épisodes, vous le savez très bien, rien n'est plus percutant que de prendre un symbole sacré et de le détourner pour en faire un message puissant. S'habiller en yami kawaii, c'est pas tant chercher à glamouriser la scarification ou le suicide, c'est plutôt chercher à désymboliser ce que signifie le kawaii pour arriver à créer un mouvement contestataire. Le yami kawaii va contre la psychophobie d'un système japonais qui refuse de venir en aide à des personnes et qui fait tout pour les faire taire. Et là-bas, se faire taire, c'est quelque chose de systématique. On a l'exemple de l'écrivaine et modèle Hano Hanayo. Elle était l'une des finalistes du concours Miss Idée en 2016, dont elle a été disqualifiée pour avoir évoqué sa dépression, ainsi que ses multiples tentatives de suicide. Il a cette volonté d'enfouir et de cacher le fait qu'il y a des personnes qui vivent avec ça. Le yami kawaii, c'est un moyen de s'exprimer, d'à la fois contester un système psychophobe, tout en s'assumant soi comme personne malade et qui cherche à guérir. C'est une définition assez positive, mais je pense que ça serait pas objectif de ma part de ne pas vous faire part des controverses, comme par exemple celle de la collaboration entre Ezaki Bizuko et Konpeitu en 2015. Konpeitu, c'est une boutique de mode et d'accessoires, et ensemble ils vont créer puis commercialiser un bracelet qui représente du sang et de la scarification. Évidemment, ça va faire polémique. Même parmi les personnes qui s'identifient au yami kawaii, beaucoup vont trouver ça trop explicite et trouvent que ça vient glamouriser l'automutilation.
Ils vont aussi trouver que c'est irrespectueux envers les personnes qui ont véritablement des cicatrices, parce que ces personnes doivent vivre avec, et ce n'est pas un accessoire de mode. Les chercheuses Yukari Seko et Minako Kikuchi vont également étudier ce bracelet, qu'elles associent à une volonté de performer la santé mentale. Et par la performance, on peut entendre tout plein de choses. On peut y voir la dimension artistique, dénonciatrice, contestataire, mais il existe aussi la possibilité de esthétiser, donc de glamouriser ça. En dépit du fait que le Yami Kawaii soit en partie contestataire et militant, il y a aussi certains aspects de cette esthétique qui peut vraiment poser question. Il y a un truc que j'ai omis depuis le début de cet épisode, c'est que le Yami Kawaii et le mouvement Menhera, c'est presque plus important en Occident qu'au Japon. Déjà, au Japon, il y a une distinction très nette entre le Yami Kawaii et le Menhera. Le Yami Kawaii, c'est une esthétique et un style vestimentaire qui représente sa propre santé mentale et qui peut être contestataire ou porteur d'un message. Tandis que le Menhera était un mouvement uniquement militant qui cherchait à faire de la prévention, à aider les personnes en détresse à aller mieux, etc. Ça n'a rien à voir avec une esthétique. Mais pour être 100% honnête, je ne sais pas si ce mouvement est toujours d'actualité au Japon. En fait, j'ai trouvé très peu de sources dessus, et du peu que j'ai trouvé, on sait seulement que les termes Menhera et Menhera Kei sont des termes insultants, et que beaucoup de personnes portant du Yami Kawaii ne veulent pas être associées à ça. Voici très brièvement la situation au Japon. En Occident, les gens mélangent complètement le Yami Kawaii et le Menhera, et sur internet, on retrouve même des personnes qui parlent de Menhera Fashion, ce qui au Japon n'existe absolument pas. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup au Yami Kawaii, mais dans une version occidentalisée. Le Menhera Fashion, il est assez peu codifié. C'est un style qui est confortable, peu audacieux, en général on ne se maquille pas ou très peu. L'idée c'est de créer un style très accessible afin que n'importe quelle personne malade puisse en inspirer. Pour certaines maladies, comme la dépression par exemple, parfois on a du mal à avoir une bonne hygiène ou à prendre soin de soi, et c'est pour cette raison par exemple que le maquillage est très optionnel. De la même façon, les vêtements sont toujours amples, on peut facilement se mouvoir avec, afin que cela puisse englober les personnes à mobilité réduite, ou les personnes qui ont des troubles de l'image de soi et qui n'ont pas envie de mettre en valeur leur corps. Il y a une grande influence du Yami Kawaii dans les couleurs pastel, dans les motifs et les éléments utilisés, et bien sûr dans les t-shirts avec des veines tartes imprimées dessus. On a aussi des personnes qui vont expérimenter ces éléments avec d'autres styles, ou se réapproprier le Yami Kawaii, mais d'une façon très occidentale. L'aspect communautaire est très important. On va retrouver des associations ou des groupes sur les réseaux sociaux comme Tumblr ou Discord. Là où au Japon, le Yami Kawaii c'est pas une communauté. C'est un mouvement esthétique, mais il n'y a pas de notion d'unité ou de groupe. La communauté Menhera en Occident et notamment aux États-Unis est assez importante. Elle permet aux personnes en détresse de s'entraider. Vous allez me dire, en Occident on n'est pas au Japon, il n'y a pas autant de dépressifs, de suicides et de répression sur la santé mentale, etc. Mais en fait, plus ou moins. Je vais pas entrer dans les détails car beaucoup de personnes l'ont déjà fait et surtout l'ont fait mieux que moi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Mais en attendant, en Occident, la répression sur la santé mentale est bel et bien présente. On peut mentionner un exemple français avec le chanteur belge Stromae qui a été moqué sur un plateau TV et sur les réseaux sociaux pour avoir mentionné sa dépression. Donc en Occident, le Yami Kawaii peut aussi aider les personnes malades dans leur combat et dans leur mode d'expression. Yeah, it feels bad to hide who you are, right? Je crois que depuis le début de ma chaîne, c'est la vidéo la plus complexe que j'ai dû faire. Parce que le sujet était tellement touchy et j'avais vraiment peur de raconter n'importe quoi. Pour vous donner une idée, j'ai commencé les recherches il y a genre 1 an. Bon, évidemment, j'ai fait 2 longues pauses parce que j'avais besoin de faire mûrir tout ça et je suis contente de ce que j'ai pu vous raconter aujourd'hui. Si je me défile pas, il y a moyen que je parle du kawaii dans mon prochain épisode. On verra. Si ce contenu vous plaît, s'il vous plaît, partagez-le. Je suis une toute petite chaîne et du soutien, ça fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt.